Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Aujourd'hui, on va beaucoup rigoler parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'humour. Et l'humour, c'est drôle. Parce que ça fait rire. À part quand l'humoriste est nul. Tu parles de moi ? Mais parlons d'Haroun plutôt. Ouais, parlons d'Haroun. Ouais, parce que là, ça commence très très mal, mon gars. Ouais, ça va. Alors, Haroun. Pas Haroun Tazieff. Non. Tu te souviens d'Haroun Tazieff ? Je me souviens d'Haroun Tazieff, qui c'est était un chauve et un explorateur, non volcanologue. Vulcanologue. Vulcanologue ? Ouais. Attends, volcanologue ? Est-ce que vulcanologue, c'est un spécialiste de vulcain ? De et vulcan. volcanologue, c'est un spécialiste des volcans. Faudrait vérifier. Ça mériterait. À voir. Je pense Mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Oh, l'angoisse. Envoyez un mail à Raphaël@. Voilà, Raphaël@. Vous trouverez jamais mon adresse .gmail.com. Bien, alors, on parle de Haroun, un humoriste moi, je l'ai découvert cette année. Grâce à YouTube, je connaissais pas du tout, et il a fait un spectacle sur les élections présidentielles, et en fait, je me suis dit purée, mais ce gars, bon, déjà j'aime bien le style, et en plus j'ai trouvé fort, et il apporte, c'est pas un humour juste où il fait des vannes pour faire des vannes, mais en même temps qui fait vachement réfléchir, et en fait je me suis régalé, et il a fait un autre spectacle récemment qui s'appelle Internet, etc. Et du coup, on l'a regardé, chacun de notre côté, et on voulait échanger dessus parce que, il nous a bien plu. Il t'a plu, toi, le spectacle ? Ouais, il m'a plu. Il m'a plu. Ouais, il t'a plu, d'accord. Je m'attendais à quelque chose de plus drôle, en fait. Ah ouais ? Ouais, parce que, en fait, moi, je l'ai découvert avec... comment ça s'appelle, le Jamel Comedy Club, Haroun. Oui. Il y a 2 ans, je pense. Et en fait, ces sketchs, ils sont tellement drôles. Et je pense que sur la longueur, ça perd un peu du punch, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais j'ai trouvé très drôle quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est normal, on peut pas être drôle sur 1h30 ou je sais pas combien il dure, que sur 10 minutes, tu vois, sur un sketch. C'est une autre dynamique, ouais. Et puis surtout la posture. Un des trucs drôles chez lui, c'est sa posture, c'est-à-dire c'est un espèce de pince sans rire. Le mec sourit pas, il te lâche des gros trucs, il est hyper sérieux et on dirait moi, sauf que là les gens ils rigolent à ses blagues. Oui. Moi je fais une blague, je reste sérieux, après je disais c'était une blague et tout le monde rigole. Ah ouais, ils sont polis les gens avec toi. Je sais pas si c'est de la politesse, si ils comprennent pas vite ou si c'est de la pitié, tu vois. Je pense que c'est de la condescendance. Mince. Mais oui, c'est vrai, c'est le style, moi, c'est le premier point qu'on s'était dit. C'est le style et l'humour du bonhomme sont géniaux parce qu'effectivement, et il en joue de ça, où il dit de lui-même, il n'a pas une tête d'humoriste. Il n'a pas un style d'humoriste, il a l'air hyper sérieux avec ses lunettes, etc. On dirait un mec qui sort de HEC. Ouais, voilà. Ou un mec qui bosse dans un magasin, on te vend des téléphones portables, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Un mec qui bosse à la Fnac, tu vois, au rayon. Mais au une rayon victime. Apple. Mais quoi ? Mais une victime. Pas le Lascar qui bosse à la Fnac, mais une victime qui bosse à la Fnac. Tout à fait. Et en fait, et voilà, et donc il est dans un style hyper. Un peu minimaliste, quoi, tu vois, où t'as juste le pied de micro, il est derrière, il parle, il y a un tabouret où il y a un verre d'eau posé, et il y a la mise en scène, bon, c'est très travaillé comme tout, mais en tout cas, dans l'apparence, c'est très simple, et il y a peu d'apparat autour, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, c'est simplement lui derrière un micro, et un peu comme un puriste, quoi, tu vois, du one-man show à l'ancienne, et simplement, il fait des blagues, quoi. Ouais, et puis c'est très fin. Mais alors, c'est pas le comique de répétition, bien qu'il y ait des répétitions dans le spectacle. Moi, je déteste ça, le comique de répétition. T'es sûr ? Ah ouais.
Mais je trouve que c'est vraiment les mecs qui ont pas d'humour qui font ça, quoi. T'es sûr? Ah ouais, je déteste le comique de répétition. Ah ouais. Je suis sûr. Ok. Mais non mais je déteste le comique de répétition. Tu sais ce que je déteste, moi? T'es sûr? Quoi? On parle de quoi? C'est long, hein. Ouais, c'est long, c'est l'angoisse, c'est ça que j'adore. C'est l'angoisse. J'adore créer ça. Ouais, vas-y, dis-moi. Je sais plus ce que je disais. Non, ah oui, un des trucs, c'est vrai que tu le soulignais, je sais pas, la semaine dernière à la fin de l'épisode, mais c'est vrai que c'est chaud de trouver des humoristes où pendant le spectacle, tu vas pas dire « Ah non, c'est dégueulasse », tu vois, il commence à partir sur une pente chelou et t'es sûr que tu peux pas regarder ça avec ta mère à côté parce que tu vas être pas bien, tu vois, ou avec tes enfants. Ou même tout seul, parce que ça te salit. Exactement. Mais le test de la mère est pas mal pour savoir si tu le ferais tout seul. Ou de Jésus, parce que tu le regarderais avec Jésus. C'est hyper moralisateur, tu sais. Bon. Ok, alors, après cette introduction magnifique, digne des plus grands. Des plus grands humoristes. Des plus grands des humoristes, hein. Quelles sont les thématiques ou quels sont les accents du spectacle qui t'ont marqué? Peut-être on peut se faire un ping-pong. Ouais, tout à fait. Alors, très bonne idée. Alors, moi, ce que je trouve génial, c'est que il utilise vraiment l'humour pour révéler c'est un moyen, en fait, vraiment non conventionnel de parler de ce qui va pas. Et de montrer et de mettre en lumière des décalages et je trouve sa façon de parler d'internet, voilà, en fait il dit voilà, on prend le temps c'est en gros, internet apporte une explosion de plein de choses nouvelles et en fait le but c'est de prendre le temps un petit peu de réfléchir, quoi. J'ai beaucoup aimé sa caricature sur les startups. Eh ben, il commence avec ça. Il commence avec ça, où en fait il met une grosse cartouche aux startups, où en fait il dit que en gros les gars tout le monde aujourd'hui se dit, soit est dans une startup, soit a un pote qui est dans une startup. Et en gros, pour lui, les startups, l'immense majorité des startups, leur spécialité, c'est de créer des trucs qui servent à rien, mais avec un port USB, tu vois. Et du coup, un port USB, c'est vrai, il crée des trucs qui servent à rien, mais il y a un port USB dessus, et du coup c'est cool, tu vois. Et les mecs qui se présentent, voilà, et qui critiquent en disant ouais, moi je suis sorti de l'entrepreneuriat normal, je voulais créer une start-up, voilà, et en fait c'est le mec simplement, il peut bosser avec un t-shirt Star Wars et sur un pouf au lieu d'être à un bureau, quoi, tu vois. C'est ça. La caricature est pas mal avec tous les métiers, tu sais, qui sont créés, les happiness managers. Autour de ça, où c'est les gens qui te demandent quel est. Je connaissais pas ça. Ah, mais moi aussi, ça a été une découverte. Et en gros, des gens qui sont là pour veiller sur la bonne ambiance quand tu taffes, quoi. C'est de la ressource humaine, sauce bisounours. Et c'est tellement superficiel. C'est un truc de dingue. Voilà. Et notamment, je trouve un truc là-dessus que je trouve qui pointe, qui est excellent. Il dit en fait, il y en a qui ont créé des applis smartphones qui nous aident à nous passer de notre smartphone. Ouais. Ça, c'est juste énorme. Et ça te montre à quel point, en fait, on est dans des raisonnements qui sont abscons complètement, et à quel point, en fait, on est envahi par ça, quoi. Voilà. Toi, il y a quoi d'autre qui t'a plu? Écoute, un des premiers trucs qu'il dit dans le spectacle et qui donne le ton et qui montre que c'est pas juste un spectacle où il caricature, mais la caricature, elle est là pour forcer le trait et montrer ce qu'il y a déjà, en fait. C'est ça. Mais il dit, un des premiers trucs qu'il dit, on n'a plus le temps de réfléchir. Et en fait, j'aime bien le truc de dire, ok, le spectacle et l'art en général, tu vois, c'est un temps qu'on prend pour se décaler un peu, tu vois, se décaler de la société et apporter un autre regard. Et donc ça, j'ai bien aimé parce que il le dit et il le fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous permet pendant le spectacle de nous décaler, de regarder la société dans laquelle on vit. Peut-être que, et c'est ça qui est fort en fait, c'est que
il force à peine et on voit le ridicule et l'absurdité des trucs qui nous entourent, qui nous paraissent normaux, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, un des premiers trucs qui m'a aussi marqué, c'est quand il a parlé des influenceurs. Oui, non, ça c'est énorme. Et alors, on a bien rigolé parce qu'il parle des Kardashians. Et c'est vrai que là encore, ça te montre la vacuité du bazar. Ouais. Pourquoi Kim Kardashian elle est influenceuse? C'est tellement incongru. Il dit, en fait, elle s'appelle Kim Kardashian. Voilà. C'est tout. Et en fait, c'est ça qui fait qu'elle est influenceuse. C'est l'influence à partir du rien, quoi. Mais tu vois, moi, ça m'a interpellé. Alors, je tire un peu le machin loin, tu vois, mais dire, nous aussi, en tant que blogueurs, en tant que podcasteurs, etc., on est influenceurs quelque part, tu vois. Même si on influence très, 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 très peu de monde. Presque personne, tu vois, à l'échelle d'un pays ou du monde. N'empêche que on a cette place qui a aussi été rendue capable avec Internet. Avant, des mecs comme nous auraient eu aucune influence, tu vois. Et entre la posture qui dit on veut pas être influenceur et qui nie un peu la réalité, qui est de fait, on est lu et on est influenceur, tu vois. Et l'autre posture qui dirait on est trop influenceur et on a du poids, ce qui est pas vrai, on est personne, quoi, tu vois. Ouais. Entre les deux, je pense qu'il y a l'espace de la responsabilité. Alors, ouais, tout à fait. Et ça, je trouve que, justement, dans l'exemple des Kardashians, à un moment, tu sais, il parle de la sœur de... Alors, j'ai noté sœur de Kim Kardashian, moi, dans mes notes. J'ai oublié son nom. Sa sœur a fait un Snapchat. C'est le mec qui parle d'un truc qu'il connaît pas, tu sais. Elle a fait un truc. Non, elle a fait un tweet. Elle a fait à propos de Snapchat. À propos de Snapchat. Alors, je sais pas ce que c'est Snapchat. Je reconnais, je pas l'application et j'y suis jamais allé. Ouais, je sais, je suis à l'ancienne. Et en fait, elle a dit, en gros, ouais, Snapchat, c'est pas ouf. Et derrière, ça a été repris 1,2 million de fois. Et en fait, il dit que l'action de Snapchat a chuté de façon extraordinaire, quoi, en une journée. Et tout simplement parce qu'elle avait dit ça. Et lui, il dit, mais à côté de ça, il y a des mecs, ils ont bossé pendant 5 ans, ils ont étudié la finance, quoi. Et elle, elle dit ça, elle fait cracher le truc. Et en fait, c'est là que tu vois, vraiment, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui juste parce qu'il a de la visibilité, a de l'influence. Il est regardé, mais en fait, c'est une influence, mais qui n'est pas synonyme de compétence et d'expertise. Et je trouve que c'est une dérive qui me note bien dans les réseaux sociaux. C'est qu'à un moment donné, il dit, en fait, tout le monde a un avis sur tout et personne n'a raison sur rien. N'a raison sur rien, voilà. Ça c'est génial. Et ça, tu vois, c'est une des confusions. Il y a eu un glissement avec l'ère Internet, justement, de l'autorité à l'influence. Exactement. Avant, c'est l'autorité qui définissait ceux qui étaient suivis et ceux qui étaient entendus. Maintenant, c'est l'influence, en fait. C'est l'inverse. C'est ceux qui sont suivis, qui font l'influence et qui ont autorité, entre guillemets, même si c'est plus de l'autorité, c'est de l'influence pure. Parce qu'il n'y a rien derrière. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la valeur, comme il disait, en fait, Kim Kardashian, pourquoi elle est influenceuse? Parce qu'elle s'appelle Kim Kardashian. Et en fait, c'est juste ça, elle utilise son nom et sa beauté. Et avec ça, il suffit qu'elle porte tel vêtement ou tel truc, et ça influence des gens à faire pareil. Et je trouve le corollaire qui est que, en fait, du coup, les gens sont des influençables. Je trouve ça pousse à réfléchir, à se dire, mais attends, toi, le pigeon et le produit dans l'histoire, c'est toi, quoi. Tu vois, il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien d'innocent. Et en fait, toi, tu es une cible de marketeurs qui utilisent ces personnes-là, qui ont bien compris et qui sont bien malins. Et en fait, tu te laisses... tu nourris une bête, en fait, avec ça. Et c'est hyper pervers, en fait. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Enfin, absolument. Et peut-être qu'en replaçant ça dans le cadre, tu vois, de l'église locale, dire, nous, on est des influenceurs,
entre guillemets, de fait, on se proclame pas comme ça, mais toujours est-il qu'on a une certaine influence, pour le meilleur et pour le pire. Et on demande à Dieu de nous donner la sagesse, et on vous demande aussi de prier pour nous, parce qu'on reconnaît cette influence relative mais réelle. Mais il faut dire, et c'est ce qu'on dit à tous les gens qui nous écrivent, l'autorité, c'est pas nous, c'est votre église locale, c'est les responsables de votre église locale. Et à l'ère d'Internet, il y a aussi une dissociation de l'autorité dans l'église, où les gens vont chercher l'autorité ailleurs et vont se nourrir ailleurs, notamment pour trouver des gens qui sont d'accord avec eux et qui ne vont pas trop les remettre en question, la plupart du temps. Mais alors, c'est un peu paradoxal là aussi de dire ça, mais c'est vrai que nous, on fait les choses pour l'église locale, et à chaque fois que quelqu'un nous écrit un mail, on les invite d'abord à s'adresser à l'église locale et à l'autorité dans l'église locale. C'est ça. Et tu vois, là, je suis en train de finir Ézéchiel, et j'ai été frappé. Quand j'ai pris ma Bible, là, je regarde en fait ce que dit Daniel, pardon. Voilà, Daniel, en fait, quand il interprète le rêve du roi au chapitre 2, Daniel lui dit, en fait, il lui dit ceci, c'est verset 47, il dit, c'est certain, non, c'est le roi qui parle à Daniel, et il dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Et en fait, ce qui est énorme, c'est que quand il regarde, lui, le ministère de Daniel, en fait, il dit pas à Daniel, ouais, t'es un ouf, c'est toi qui es trop fort, t'as un don extraordinaire. Il rend gloire à Dieu, quoi. Et en fait, tous les chrétiens ont de l'influence, mais en fait, c'est pas une influence pour attirer à nous, mais on doit chercher à avoir une influence en disant, tournez les yeux vers Dieu, quoi. Et c'est ça l'influence, être des lumières du monde, c'est chercher à montrer la beauté de Dieu et pas la nôtre, quoi. Super. Voilà. Bref, juste ça m'est venu comme ça. Et d'ailleurs, je trouve aussi, moi, ça remarque justement sur les réseaux sociaux, où tout le monde a un avis sur tout, mais personne n'a raison sur rien, avec la façon dont ça déraille, la vitesse à laquelle ça déraille. C'est génial, où tu as des gens, il suffit tu vois dans des commentaires, il suffit de suivre n'importe quel commentaire sur n'importe quoi, il suffit que tu aies deux personnes qui ne soient pas d'accord, ça part tout de suite en insulte, et tu arrives dans un temps record au point Godwin, c'est-à-dire à comparer l'autre à Hitler, qui est une vieille figure de rhétorique toute pourrie. Et en fait, et moi je trouve ça c'est quelque chose qui me marque, et c'est une des raisons qui m'a motivé à quitter notamment Facebook et tout ça il y a un moment, c'est en fait, il démontre comment le comportement derrière un écran n'a rien à voir avec celui qui est dans la vraie vie. Parce qu'il imaginait cette même échange où tu as des gens qui s'insultent, où en 3 phrases, tu arrives dans une boulangerie à insulter l'autre de nazi, tu vois. Et en fait, je trouve ça montre une hystérisation, tu vois, et une polarisation et l'incapacité à être nuancé dans la façon d'exprimer des points de vue, où soit tu es pro, soit tu es anti. Là, j'ai vu, il y a un article, je l'ai noté, je vais le mettre en lien. J'étais tombé là-dessus sur une blogueuse végane. Le titre de l'article, c'est « Une blogueuse végane violemment critiquée pour avoir offert une glace à une petite fille ». Mais attends, mais tu te rends pas compte aussi. Voilà. Et tu te rends compte comme c'est terrible. C'est chaud. Ouais. Alors que Daniel était végane, le prophète Daniel. C'est ce que j'ai réalisé aussi. Tu vois. Ah ouais. Et je pense que c'est un signe, ouais. Est-ce que ça veut dire que c'était un faible, comme dans Romains 14 En fait, non, je pense que lui, il défend la thèse qu'il faut être vegan. Je vais Daniel. faire un article là-dessus, ouais. Oh pétard. Je vais me retrouver tout seul sur Memento Mori. C'est ça. Purée. Non, tu vas faire un truc Memento laitue ou un truc comme ça. Vegetables. Memento vegetables. Memento veggie.
Mais enfin voilà, tu vois, et le moindre truc. Ça m'a fait mal au cœur ce que tu as dit là. C'est hyper paradoxal avec les gens qui sont sur YouTube et qui dénoncent le système, alors que YouTube c'est Google et c'est le système, quoi, tu vois. Enfin, tous ces trucs-là. Non, mais c'est clair. Et en fait, la susceptibilité amplifiée. Et comme les gens, en fait, quand tu es pas en face de quelqu'un, les choses que tu te permets. Que, en fait, si tu réalisais que que tu étais vraiment face à une vraie personne, tu ne te permettrais pas. Et ça, je trouve, moi, en tant que chrétien, il y a un truc où on se permet de dire, de faire, de penser des choses comme si Dieu n'était pas présent, alors qu'il est présent et qu'il voit tout ce qu'on fait. Ouais, et qu'un jour, on devra rendre compte devant lui pour tout ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, et notamment dans notre comportement aussi sur les réseaux sociaux, sur le net, etc. Et je trouve même, tu vois, dans nos milieux à nous chrétiens, où tu pourrais t'attendre quand même à un minimum de respect, juste dans la façon de formuler les trucs, etc., où tu as des gens qui se permettent de jeter le discrédit sur des gens, qui se permettent de critiquer ou d'être agressifs de façon, tu vois, gratuite comme ça, tu te dis, mais c'est complètement dingue, quoi. On est fou. Ok, bon, bah, c'est super, on a un rythme qui est génial. on est chaud. On est super chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a plu, toi? Écoute, un truc qu'on a déjà entendu, mais qui est notable, quand il dit que Google remplace la religion. Ouais. Il disait avant, on allait se tourner vers le prêtre, voilà. Vers le curé, etc. Question, maintenant, on se tourne vers Google dès qu'on a une question existentielle. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, et c'est hallucinant parce que Google sait avant nous quand on a un cancer ou un machin. Ouais. Parce que tu sais, avec les questions que tu poses, suivant les symptômes, les machins et tout, Google est capable de dire en gros qu'est-ce qui va pas, dans combien de temps tu vas être malade et tout. Donc c'est assez flippant. Mais même sur chaque année, il y a le Google Zeitgeist. Zeitgeist, c'est un nom allemand qui veut dire l'esprit du temps ou qui montre les tendances. L'esprit de l'époque, un truc comme ça, tu vois. Ouais, les recherches. Ouais, et qui montre en fait les recherches, les tendances. J'ai fait un article là-dessus il y a quelques années, peut-être en 2013. Mais c'est assez intéressant de voir en fait ce à quoi les Français pensent, ce qui leur fait peur, ce qui les réjouit, en fait ce qu'il y a dans leur cœur, tu vois. Ouais. Et là, il pointe un truc de super juste, Haroun, avec ce truc de Google qui remplace la religion. Et aussi, alors, lui il le place sur presque sur le terrain de l'omniscience, tu vois, en disant, si on a une question, on va se tourner vers lui. Mais il y a plein d'autres aspects, par exemple, tu vois, presque l'omniprésence, parce qu'on peut voir à d'autres endroits, on peut péter les barrières spatiales, genre on se parle, là par exemple, tu vois, on se parle en direct alors qu'on est à 400 km, 300 km d'écart, tu vois. Ouais. Et mais sur le truc de Google comme religion, ouais, ça m'a interpellé, tu vois. Et je me suis dit, dans quelle mesure nous on en prend conscience et qu'est-ce qui serait intéressant de creuser là-dedans, tu vois, comme réponse à ça. C'est ça. C'est tout à fait. Et en fait, ça rejoint cette question d'influence et des influenceurs, comment fonctionne Google, et tu sais, et notamment aussi à un moment, c'est par rapport, je crois, à YouTube où il dit ça, où il parle de l'algorithme de la médiocrité. Tu sais, ça c'est énorme, parce qu'il dit en gros, si tu écris quelque chose et qu'on te pourrit, derrière tu as des gens qui réagissent, et puis à te commentaires, plus on te met en haut, plus tu vas être critiqué, plus on te met en haut, plus tu vois, alors que c'est pas constructif, etc., et plus ça te donne de la visibilité, quoi. Et en fait, finalement, tu rejoins ça. Faut se dire, voilà, avec tout le système, comment fonctionne quand tu fais des recherches, qu'il y a voilà, c'est géré par des robots qui mettent tout en place, etc. Et en fait, les gens voient les premiers articles comme étant ceux qui font foi un petit peu et ceux qui ont autorité, et on cherche à être référencé correctement quand on écrit un article. Mais en fait, tu as une promesse, et moi c'est ce que je trouve, c'est
tu as un empire du vide où aujourd'hui tout le monde peut écrire et si c'est bien comprendre les algorithmes et comment fonctionne le truc, peut arriver à bien se positionner, mais en fait, tu n'as rien. Tu as juste un titre qui est accrocheur. Et combien t'as d'articles, je sais pas, tu sais, sur tout le lifestyle, tu sais, sur la nourriture, les aliments secrets, tout ça, et c'est du vide, c'est du creux, et derrière ça porte le discrédit aussi à ceux qui font un vrai travail et qui apportent de vrais conseils, etc. Et aujourd'hui, en fait, t'as ça met tout le monde quelque part au même niveau, tu vois, face à l'information, et le défi pour nous, c'est pas de trouver des informations, mais c'est d'avoir de la sagesse et de l'analyse. Ce que les gens n'ont pas, et ce que Google ne peut pas t'apporter. Et ça, il n'y a que toi qui peux l'exercer, vraiment, et donc de se responsabiliser vis-à-vis de ça. Voilà, quoi. Et tu vois, les conseils qu'on te donne, des fois, où tu as des trucs, tu vois, c'est vide, quoi. C'est complètement... C'est complètement vide, et ça, moi, je trouve ça tu vois, où quand il parle justement de la religion aussi, il dit, ouais, si Jésus revenait, on le verrait pas, parce qu'en fait, on le chercherait sur Snapchat, sur Instagram, sur un il a dit on le verrait pas parce qu'il a pas Snapchat. Et il dit, et s'il faisait un miracle des pains, il y en a qui râleraient parce qu'il dirait qu'il a fait du pain sans gluten, tu vois. Et en fait, ça, c'est énorme, parce que ça montre vraiment, en fait, comment on est, et comment les gens disent que c'est neutre. Tu vois, l'idée que la technologie est neutre, etc., et que c'est qu'une question d'usage, mais non, lui il le rappelle, tu vois, comment les choses ont été créées, Facebook, etc., c'est créé avec une intention, et c'est un canal qui te conduit et qui est là pour générer un comportement chez toi, et si tu te retrouves à perdre ton temps, à procrastiner, etc., c'est que justement, il y a des personnes qui ont bien compris comment capter ton attention et attirer ton attention sur des choses qui ne sont pas du tout essentielles. Et le Fils de l'homme, quand il reviendra sur Terre, trouvera-t-il encore quelqu'un qui ait la foi, quoi. Et je trouve que c'était presque prophétique ce qu'il disait. Ouais. Et tu vois, sur ce truc de neutralité et tout, il n'y a pas longtemps, je regardais une vidéo d'un mec sur YouTube que je trouve assez fin. Je crois qu'il s'appelle attends, je vais chercher pour pas dire de bêtises. Voilà, il s'appelle Léo Duff, DU2F. Il fait que des trucs sur les bières Duff dans les Simpsons. Ouais, c'est ça. Il fait que des trucs sur la technologie, et d'habitude je le trouve assez fort, tu vois. Il a fait des trucs sur les voitures autonomes, c'était assez cool, sur l'iPhone. Et souvent, il va plus loin que ce qui est souvent dit, tu vois, il est fin. Par contre, tu vois, sa dernière vidéo, c'était marrant. Ça s'appelle « La technologie va trop loin », point d'interrogation, tu vois. Et c'est étonnant parce qu'il est retombé dans un discours où la technologie est neutre, en fait, et ce qui change, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment un mythe derrière, et je trouve que Haroun, il le montre bien. Ouais. C'est-à-dire que souvent, on observe soit un très grand scepticisme où on dit que la technologie est mauvaise, du coup un peu les ludites, quoi, on s'amichise, tu vois, on veut se cloître, machin. Ou alors un très grand optimisme où on dit voilà, non, la technologie c'est bien, ou alors elle présente pas de danger, en fait c'est suivant comment on l'utilise. Et la posture de Haroun, j'ai trouvé que c'était une posture assez réaliste. Bon, je le trouve cynique quand même, mais en fait c'est obligé. Mais oui. C'est obligé d'être cynique si t'as pas d'espérance, et si t'as pas quelque chose qui... Ou si tu veux être un rappeur, t'es obligé d'être cynique. T'es pas obligé, non, mais tu peux prendre un carton rose. Ouais. Tu vois, et à nous chrétiens aussi, dans notre usage et dans notre conception de la technologie, de se rappeler que la technologie n'est pas neutre en soi, parce qu'elle induit des comportements et des usages. Et parce qu'elle est créée par des hommes qui ne sont pas neutres. Donc, et qui créent avec des intentions. Il faut faire attention. Et pas neutre, ça ne veut pas dire intrinsèquement mauvaise. Oui. Ça veut dire qu'elle est potentiellement dangereuse. Ouais.
Et je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait avec nos amis du Bon Combat sur cette question-là. Tu mettras le lien. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment et ce qui pointe du doigt Haroun, c'est justement comment ces nouvelles technologies apportent, Internet notamment, apporte un éclatement de la sphère privée, que ce soit par les réseaux sociaux. Moi, un truc vraiment avec quoi j'ai vraiment beaucoup de mal, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est le selfie. Tu vois, quand tu vois comment les gens prennent des photos maintenant par rapport à avant, il y a vraiment un décalage. Avant, tu prenais un paysage en photo, maintenant c'est toi en premier plan, et le paysage qui est derrière, parce que tu le partages aux gens, et que tu veux te montrer toi avant. Et on est vraiment au centre de tout, et c'est vraiment très, 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 très révélateur en fait de notre égocentrisme, de notre narcissisme. Et donc on fait exploser cette sphère un peu privée, et on n'y voit aucun problème. Même dans la question, tu sais, quand il parle des données, tu sais, de la data, tu sais, de la collection de données, et avec la notion de dire, mais si tu n'as rien à te reprocher, on s'en fout, qu'ils prennent toutes les données que tu as. Et donc, quand tu vas dans un magasin, tu reçois une notification de Google qui te dit donner un avis sur ce magasin, tu vois. Et en fait, tout le monde donne un avis sur tout, alors que tu n'es pas spécialisé pour ça, et tu te crois la responsabilité de le faire ou le droit de le faire, alors qu'en fait non, tu as aussi le droit de ne pas donner d'avis, tu vois, tu as le droit d'avoir des avis qui restent privés, mais surtout, c'est que ce que les gens comprennent pas, c'est que en fait, si c'est gratuit pour toi, et que toi, quand tu donnes ton avis, etc., en fait, c'est que tu es utilisé par ces firmes-là qui se servent bien de cette naïveté en disant bah, moi j'ai rien à me reprocher, donc je leur donne mes données, et eux, tu vois, ils aspirent tout ça pour derrière mieux te cibler, te marketer, te vendre des trucs, te conditionner dans ton comportement, etc., et te donner ce que tu veux et te formater, quoi. Et bien sûr, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement, voilà, le fameux adage, ça c'est vraiment la base, quoi. Et en fait, et après, un jour, tu auras des trucs, tu sais, un peu comme dans Black Mirror, où il le souligne ça, lui, tu sais, où on te dira, bah voilà, tu veux prendre une police d'assurance vieillesse, on te dira, ah bah apparemment vous aimez bien le McDo, tu vois. C'est pas très veggie, ça, tu vois, d'aller au McDo ou d'aller au truc, etc. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment bizarre. Tu vois, tout ce désir de s'exposer aussi, notamment, je reviens sur le selfie, avec montrer son image de soi, mais qui est toujours sur le meilleur angle. Tu sais, où il dit, en fait, on veut pas refléter la réalité, mais on veut montrer que ce qui est bon de nous, tu vois, ce qui est parfait, tu vois. Alors, tu vas mettre des filtres, tu vas mettre des belles positions, etc., etc. Et en fait, tu montres juste pas la réalité telle qu'elle est, et tu veux maîtriser ton image, et te montrer tel que tu n'es pas, et c'est juste en fait c'est juste une hypocrisie sans nom, quoi. Ouais, c'est ça. Et sur les données, la surveillance, alors on a déjà parlé des dystopies comme tu as dit avec Black Mirror. Moi cet été j'aimerais bien, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'aimerais bien lire Ravage aussi de Barjavel. Ok. Je connais pas. Je pense que on est terriblement naïf et qu'on ne mesure pas ce qu'il y a à perdre et les dangers auxquels on s'expose avec ces histoires de données. Et bon, franchement, moi je pense que si j'étais pas chrétien, je serais un gros militant anti-données, un truc comme ça, tu vois. Ouais. J'ai pas le temps, tu vois, il y a des trucs plus importants. Ouais. Mais souvent ce truc-là, ce couple liberté-danger, et qu'on accepte si facilement de donner de notre liberté, de la perdre pour avoir une plus grande sécurité entre guillemets. C'est super flippant, et je pense qu'on est d'une très grande naïveté, et nous les chrétiens en premier, quoi. Et je pense que en tant que justement en tant qu'église, en tant que peuple, en tant que corps, on voit bien que face à ces choses-là, on n'est pas tous égaux. Pas tout le monde a le discernement d'un gars comme Haroun, et les gens sont extrêmement naïfs et peu éduqués là-dessus, parce que maintenant ils grandissent avec.
avec une génération qui s'est fait, qui a vu cette nouveauté-là et qui s'est plongé dedans sans prendre le temps de prendre du recul. Et donc les enfants grandissent avec, etc. Et les gens, voilà, ne sont pas conscients de tous les enjeux qu'il y a et des choses que certains se permettent sur les écrans, derrière les écrans, etc., sur les réseaux sociaux, ou sur la question de la protection des données, sur la question de l'influence, etc., du crédit que tu peux apporter à des gens, juste qui sont soi-disant influenceurs parce qu'ils sont juste connus. Il n'y a rien d'autre derrière. Tout ça, je pense que l'Église doit avoir un rôle prophétique dans le sens où elle doit préparer et informer et aider le peuple de Dieu à vivre dans la sagesse, quoi. Je sais que c'est dans le livre des Proverbes, je crois que c'est sous chapitre 14, tu sais, il dit que l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais que l'homme prudent surveille ses paroles. Je le cite comme ça, mais l'homme prudent, je vais retrouver. Mais en gros, c'est se dire qu'en tant que peuple de Dieu, on ne doit pas être naïf et croire tout ce qu'on nous dit, sans tomber dans les travers de justement ce dont il parle, des gens qui sont dans les théories du complot pour tout, mais qu'on doit exercer un juste discernement et avoir de la sagesse. Et je pense que c'est des sujets de discussion qu'on doit avoir entre frères et sœurs pour s'exhorter à ça. Et quand tu vois un frère ou une sœur qui a un comportement qui est vraiment, qui relève par exemple du péché, du manque de respect, ou de sur les réseaux sociaux, et que toi tu y es et que tu le vois, ta responsabilité est d'aller le voir personnellement et de lui dire écoute, là tu devrais faire attention parce que t'oublies que c'est pas parce qu'il y a un écran que derrière il n'y a pas une vraie personne et que tu es en train de parler devant des centaines de personnes, tu vois, tu t'en rends pas compte, mais c'était comme si tu étais en train de critiquer quelqu'un devant des centaines de personnes, chose que tu ne te permettrais pas en vrai. Donc voilà, c'est ce genre de choses là, et au sein de l'église locale, je pense que c'est important qu'on puisse s'exhorter à vraiment de la sainteté aussi et de la sagesse dans notre comportement sur le net. Ouais, c'est clair. Et dernier truc que moi je voulais souligner. Vas-y. C'est, je sais pas, alors je sais plus le contexte, mais tu sais, à un moment donné, il raconte quand il est obligé de descendre du trottoir parce que il y a une fille qui est sur la terrasse là et qui veut pas replier ses jambes. Ça, et puis j'aime bien quand il dit mais qu'est-ce qui se passe en moi là? Mais avant il dit, tu sais, il y a 30 cm, il dit mais à Paris 30 cm c'est beaucoup, 30 cm t'ouvres un kebab, tu vois. Ouais. Et là où il dit j'ai envie de meurtre, je me regarde comme ça et je dis on a un criminel. Ouais. Et en fait ce truc de ironique, un peu absurde, mais hyper vrai en fait. Ouais. Où à un moment donné, dans le spectacle, il te montre que sommeille en nous un meurtrier potentiel. Exactement. Et j'ai trouvé ça aussi... tu vois, alors, oui, parce que la dans différence le contexte, avec... juste pour que les gens comprennent, il parle de l'intelligence artificielle qui disait si on arrivait à prévenir les meurtres, un petit peu comme dans Minority Report, parce qu'on arrive à comprendre, anticiper les pensées des gens. Et il dit, mais en fait, et puis il dit heureusement qu'il n'y a pas ça parce que sinon je me serais fait arrêter, quoi. Voilà, exactement. Et on a tout mais là, du coup, c'est... Alors, il rejoint il y a un point de contact avec la vision biblique de monde, puisque oui, on est tous meurtriers, tu vois, et celui qui dit imbécile à son frère, il mérite d'être puni. Racaille, il lui dit. Racaille. Ouais. Et après, la différence, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu reconnais juste que c'est normal et tu passes, ou est-ce que derrière, tu reconnais que c'est normal, mais que c'est grave, en fait? Ouais. Et que tu as besoin de la rédemption, et qu'il y a une portée éternelle. Et en fait, c'est ça, c'est que si on prend un point de vue Memento Mori sur ce spectacle, c'est qu'il y a une absence totale de projection au-delà de la vie. Ouais. Et que il mesure les impacts de notre comportement dans le présent, mais il n'y a pas de regard sur le futur. Ouais. Et en fait, c'est une analyse d'Internet très matérialiste et naturaliste. Oui. Et il n'y a pas d'issue, et c'est pour ça qu'il est cynique, et qu'en fait,
tu regardes ça et tu dis, mais on est vraiment dans le caca, quoi. C'est ça. Et tu vois, moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est, tu sais, on parle beaucoup du droit à l'oubli maintenant sur Internet, le fait que c'est pas normal qu'on collecte nos données, qu'on les garde indéfiniment. Et je sais pas si tu te souviens du buzz qu'a fait, enfin, on va dire du scandale, comme d'hab, à l'ère au rythme médiatique, ça a duré 2-3 jours et puis ça a été oublié, d'une jeune fille qui s'appelait Aniel, qui a chanté avec le voile dans une, je crois que c'est The Voice ou un truc comme ça, voilà. Et ils sont allés chercher dans ses tweets un truc au Facebook ou à l'époque sur les attentats où elle faisait une remarque apparemment qui était, enfin j'ai pas les détails, mais en gros qui était qui laissait penser un peu une compréhension de l'acte terroriste. Et donc pareil, comme d'hab, tout le monde se croit obligé de devoir donner son avis et le dit avec tous les dérapages et les excès et la polarisation où tu es incapable d'avoir un propos nuancé. Et elle était super mal sans avoir vérifié d'ailleurs. Sans avoir vérifié, et les autres relaient ce que d'autres relaient, etc. Et je me disais, mais c'est clair que l'homme s'octroie, grâce à ces nouvelles technologies, presque une omniscience, en tout cas une mémoire infaillible de toutes les traces numériques de l'homme. Et alors que c'est quelque chose que tu n'as pas, et heureusement qu'on oublie et que tout ne reste pas visible, tu vois. Mais sauf que, moi je me disais, finalement, d'un point de vue eschatologique, il n'y a pas de droit à l'oubli. D'un point de vue du jugement de Dieu, en fait, un jour, moi c'est ça des fois que je dis à des gens pour leur aider à faire comprendre, je dis, imagine, on invite tous les gens que tu as connus dans un cinéma, et on projette sur un cinéma toutes les pensées qu'il y a eu dans ta vie. Comment tu te sentirais ? Et là, tu te dis, voilà. Et ben en fait, devant Dieu, c'est ça. Et que en fait, lui, Dieu est le seul qui peut décider d'oublier, dans le sens d'effacer la dette de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, etc., en l'imputant à Jésus-Christ à notre place, quoi. Et je pense que ça doit nous appeler à ne pas oublier justement qu'il doit avoir dans une dimension, se dire, dans cette ère-là, ça doit nous rappeler que oui, un jour, on rendra des comptes, mais pas simplement aux hommes, mais à Dieu, de ce qu'on dit, de notre comportement, etc., etc., et de la façon dont on utilise un petit peu ces outils qui peuvent être fantastiques. Nous, on les utilise en tant que chrétiens pour tenter d'avoir une influence qui soit positive, en tout cas qu'on veut à la gloire de Dieu, mais attention à nous, quoi. Ok, super. Et ben, je te propose de conclure là-dessus. Yes. Il paraît que si on met 5 étoiles, qu'est-ce qui se passe ? On sauve un clown. On sauve un clown. Ah, génial. Génial. Ouais. Un clown en voie de disparition. Avec une tête de panda, un corps de koala. Ça, c'est dégueulasse. Attends, ça serait super mignon. Tu prends les deux trucs les plus mignons et tu les mets ensemble. Et on lui rajoute une moustache. Quel rapport avec le clown ? Et on a Mathieu. Je sais pas, il y en a pas. Mais c'est ça l'humour, mon gars. Moi, je suis dans l'absurde. Ah oui, d'accord. Ce que j'aime pas, c'est l'humour de répétition. Ouais. Ok. Allez, merci. La semaine prochaine, attends, on parle de quoi, Raph ? La semaine prochaine, on parle du livre Reset. Ah ouais. Du livre Reset, un livre pour ceux qui sont sujets au burn-out. Excellent. Tous les deux, on l'a beaucoup aimé. Ouais. Il nous a fait du bien. Et avant de se quitter, aussi, je voudrais remercier Morane pour tout son travail visuel. C'est elle qui nous fait tous les vignettes sur le SoundCloud, sur YouTube. Et voilà, merci Morane pour ce bon travail. Merci Morane. C'est cool de t'avoir dans l'équipe. T'assures. Voilà, une jeune fille extraordinaire et dans mon église. Si quelqu'un veut avoir plus de renseignements sur elle, d'abord il doit passer par moi. Je vais faire une sélection. Ah oui, c'est une fille bien, donc faut veiller sur elle. Ok mon gars, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Salut Matt. Salut.